Nous sommes au cœur de la question. Les fonds structurels européens 2014-2020 en région de Bruxelles-Capitale. Donc, je vais répéter les programmes avec des montants, ça donne toujours une idée de l'ordre de grandeur. On est toujours dans du financement à 50%. Donc, il y a 94 millions pour le programme FEDER. C'est quand même une augmentation effectivement substantielle par rapport aux 57 dont on disposait avant, ce qui explique la raison pour laquelle la cellule FEDER voit son effectif augmenter aujourd'hui. Le programme FSE de la région de Bruxelles-Capitale, la politique de l'emploi, donc Actiris, 46 millions d'euros. SAC, évidemment que non, mais bon, c'est en tout cas un montant qui n'est pas négligeable et qui est supérieur à avant. Le programme opérationnel FSE dit Troïka, donc le programme Communauté française, Région Wallonne, COP-COF, etc. Il y a 191 millions qui vont être consacrés à des projets bruxellois sur ce territoire. Par ce programme, pardon. Le programme FSE de la communauté flamande, j'en parlais tout à l'heure, politique de la formation professionnelle, les montants ne sont pas déterminés à l'avance parce qu'effectivement, ils ont fait le choix de sélectionner leurs opérateurs, pas uniquement sur une base géographique, et donc on n'a pas de montant prédéterminé cette fois-ci. Alors, un territoire. Mais, petite précision, on n'est plus dans le même territoire et on n'est plus dans la même logique. Donc on était dans une logique qui était une logique auparavant d'un projet visant au financement d'infrastructures. Ici, le territoire que vous voyez, c'est le territoire sur lequel il peut y avoir des projets qu'on va financer en termes d'infrastructures, de briques. Mais les projets qui ne seraient pas sur place peuvent éventuellement être menés ailleurs que sur le territoire, pour autant que ce ne soit pas des frais d'investissement de briques. Donc si ce sont des briques, on va faire simple, les opérateurs peuvent être localisés pour les 3 premiers axes, je vais revenir sur les axes tout de suite, sur l'ensemble du territoire colorié. Par rapport au dernier axe, qui est un axe un peu plus social, on le verra dans un instant, c'est uniquement dans la zone brune qui correspond à ce qu'on appelait à l'époque la zone de rénovation urbaine et qui sera demain la zone de réhabilitation urbaine. Voilà. Deuxième élément, on a quand même une logique ici, qui est celle des pôles de développement, puisqu'effectivement on a constaté qu'il y avait une série de zones qui ne souffraient pas nécessairement, elles pouvaient parfois l'être, mais pas nécessairement de grosses difficultés de nature socio-économique, mais qui représentaient une belle opportunité. Et donc c'est là qu'on constate par exemple autour des universités, des campus universitaires notamment, qu'il y a une possibilité de mener des projets intéressants. Et donc effectivement, le programme 2014-2020 permet, en dehors des zones les plus pauvres, d'investir des briques quand effectivement une activité le justifie. On a des activités qui sont des activités hospitalières, autour d'Erasme, autour de Saint-Luc, effectivement, il y a un intérêt à pouvoir financer quelque chose. Les masses budgétaires, donc 94 millions d'euros, contrepartie nationale publique minimale 94 millions d'euros, contrepartie régionale, nous en réalité on va mettre au moins 100 000 euros, on attend encore que d'autres opérateurs mettre davantage, 100 millions, oui, 100 millions d'euros, dont l'assistance technique, donc les frais qui sont liés à la programmation et pas vraiment au projet, 7,5 millions pour financer la cellule FEDER et les études qui sont menées autour du programme. Parce que la gestion, c'est effectivement la cellule FEDER, mais ce n'est pas que la cellule FEDER, il faut quand même se rappeler qu'en région de Bruxelles-Capitale, il y a d'autres administrations qui sont impliquées dans ce FEDER. Il y a l'autorité de certification qui dépend de Bruxelles Finance et Budget, et particulièrement de la direction du contrôle financier, et qui donc joue un rôle véritablement de premier filtre après notre contrôle. Donc nous sommes en relation directe avec les opérateurs, et l'autorité de certification joue le filtre pour les dépenses qu'on va proposer à la certification. Donc on va certifier que des dépenses sont légales, sont acceptables pour l'Union européenne. Et il y a entre l'Union européenne et nous un filtre qui est assuré par la direction du contrôle financier. Autorité d'audit, parce qu'effectivement c'est un budget européen, donc l'Union européenne va parfois très loin dans le contrôle qu'elle exerce, souvent très loin. On est une région particulièrement auditée au niveau européen. On a une autorité d'audit qui est, on va dire, très dynamique et qui mène beaucoup de contrôles et qui dépend, elle, de la cellule d'audit de l'inspection des finances pour les fonds européens, une cellule spécifique qui existe également, notamment en région Wallonne, et qui permet de contrôler les projets et de contrôler le travail de l'autorité de gestion et de l'autorité de certification, donc de la cellule FEDER
mais aussi des opérateurs. Voilà. Comment est-ce qu'on a pu mener, on va venir au diagnostic proprement dit, mais comment est-ce qu'on a pu mener ce diagnostic et développer une stratégie de développement pour cette période 2014-2020 ? On a décidé effectivement de travailler par l'intermédiaire d'un consultant avec lequel on a vraiment travaillé de façon rapprochée. Le cabinet, à l'époque Heutebroek, la cellule FEDER et le consultant étaient impliqués effectivement dans une mission qui visait à rédiger les documents attendus par l'Union européenne. Comme je le disais, il y a un besoin pour l'Europe d'investir dans les régions et de faire de la région la vraie question du développement socio-économique par l'intermédiaire de sa politique régionale. Donc, elle estime, avant d'investir, qu'elle a besoin de comprendre pourquoi est-ce qu'on investit là. On a besoin d'un diagnostic de la région. C'est peut-être plus facile dans des régions comme les nôtres, mais il y a effectivement des pays où on ne va pas très loin au jour le jour sur la compréhension du développement régional dans une région particulière. Sur quoi c'est basé donc la mission ? D'abord sur les règlements européens, puisque l'Europe ne finance pas tout, elle finance certaines choses, mais donc il y a quand même des cadres assez précis, ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, combien de moyens maximum doivent être alloués à ceci, minimum à cela. Le position paper de la Commission européenne, elle dispose de différents services qui connaissent quand même pas mal la situation du pays et la situation de Bruxelles, et donc ils ont une série d'observations qui sont parfois assez fondées, d'autres fois elles sont peut-être un peu trop génériques, et donc on s'est quand même basé sur les éléments qu'ils ont mis en avant. Pourquoi est-ce que la Commission européenne pointe tel élément en matière d'emploi, tel élément en termes de compétitivité? Il faut comprendre et après se positionner par rapport à ce position paper pour expliquer pourquoi est-ce qu'on va procéder à des choix. Le diagnostic mené par les autorités régionales. Oui, donc là effectivement on a travaillé en commun et ça c'était effectivement une chose assez intéressante entre les programmes FEDER et FSE. Cette programmation-ci, on s'est dit c'est idiot, on doit faire un diagnostic, autant le faire ensemble, et donc effectivement on a travaillé ensemble pour produire un diagnostic commun avec ensuite des stratégies qui sont propres évidemment aux règlements et aux possibilités qui existent. Alors, donc, comment a-t-on procédé? L'Union européenne énumère 11 objectifs thématiques, 11 priorités dans lesquelles on peut investir. On a fait une analyse point par point. Où est-ce qu'on se situe? Où est-ce qu'on se situe en matière de transport? Pourquoi est-ce qu'on investit? Pourquoi est-ce que notre programme n'investit pas dans les transports? Pourquoi est-ce qu'on n'investit pas dans telle ou telle chose? Pourquoi est-ce qu'ici il y a un intérêt à investir? Donc vraiment une analyse méthodique. Analyse de documents stratégiques bruxellois existants et en préparation, le New Deal, le PRI, le PRDD, qui ont défini une série d'enjeux. Je disais, on est une région relativement bien monitorée, on sait quand même où en est le développement socio-économique, et donc c'est pas mal de pouvoir s'appuyer sur des documents stratégiques existants. On a organisé des ateliers ouverts qui visaient à identifier des pistes d'intervention pour le FEDER à Bruxelles, donc on a fait participer les administrations, et également des opérateurs, différents opérateurs qui étaient les opérateurs de la programmation d'avant et des opérateurs simplement qui nous ont manifesté leur intérêt pour le programme. Et donc là, on les a invités à participer. On a réalisé également un sondage type prise de température auprès de ces opérateurs. On a rédigé des orientations stratégiques. Il y a évidemment des opérateurs que le consultant a été voir plusieurs fois parce qu'il y a des informations plus précises à obtenir. Alors, nos axes. Je vais résumer, mais donc l'axe 1 est un axe innovation et recherche, l'axe 2 est un axe entrepreneuriat PME, l'axe 3 c'est le soutien d'une économie circulaire, l'utilisation rationnelle des ressources, donc économie bas carbone et également la dépollution. L'axe 4, la réduction de la dualisation sociale, économique et environnementale de la RBC. Le tout derrière l'idée générale d'améliorer le métabolisme urbain de la région, c'est-à-dire profiter de ce qu'on produit et de ce qu'on génère en interne et veiller à davantage faire travailler le tissu urbain en interne. Les principes qui sous-tendent le programme opérationnel, donc une logique d'intervention, je vais y venir dans un instant, une condition territoriale pour le financement d'infrastructures, je l'ai dit. Les infrastructures, ce n'est pas n'importe où. On ne peut pas financer une infrastructure qui se situe au fin fond de Watermael-Boisfort. Malheureusement, ça n'a pas été retenu comme une priorité. Tout le territoire de la ville de Bruxelles n'est pas concerné non plus. Donc il y a effectivement un choix qui a été posé, pas pour tous les types de projets, mais en tout cas pour toutes les infrastructures.
La logique d'intervention. Donc, nous avions 3 axes qui étaient, je dirais, un peu plus économiques. Donc, je répète, l'innovation et la recherche, les PME et l'économie circulaire. Mais donc, là, on a défini un principe général, c'est que nos projets s'inscrivent soit dans le développement d'une filière précise, soit dans la contribution à la réponse de ce qu'on appelle un enjeu prioritaire. Un peu de jargon, je suis désolé les amis, mais il faut effectivement y passer pour comprendre quelle a été la logique. Ben, la logique, elle a été assez simple en réalité, c'est qu'on a un budget limité et qu'on ne peut pas se permettre de répondre à tout. Est-ce qu'on peut soutenir le développement de tout type d'entreprise sur le territoire bruxellois? On pourrait si on avait une manne financière très abondante, mais non, en réalité, on doit faire des choix et on doit procéder à des choix qui sont de soutenir certaines activités économiques en particulier, c'est-à-dire des activités économiques notamment qui sont soit historiquement appuyées, historiquement soutenues par la région, soit également, et c'est souvent lié, parce qu'elle génère un effet de levier sur le développement de l'emploi à destination des Bruxellois. L'objectif, on va voir d'ailleurs dans les filières, c'est pas de soutenir une filière hyper pointue qui va requérir des personnes qui malheureusement ne se trouvent pas tellement dans le profil, ne se retrouvent pas tellement à Actiris. Ce sont effectivement des filières parfois un peu moins qualifiées, comme l'alimentation durable et l'ORECA. Les médias secteurs créatifs et tourisme, il y a quand même pas mal de qualifications, mais il s'agissait quand même pour la région aussi de choisir certains secteurs qui étaient des secteurs qui représentaient une vraie potentialité. Et donc là, effectivement, le gouvernement a trouvé que ces différentes stratégies qui sont en amont justifiaient qu'on finance ce secteur, médias, secteur créatif et tourisme, avec une logique si possible de complémentarité. Ressources et déchets, donc là on est quand même dans l'environnemental pur, donc il s'agit de gérer les déchets comme des ressources et de mieux utiliser les ressources en tant que telles. Construction durable, énergie renouvelable, c'est le cœur même des stratégies de l'Europe en ce moment. Là on est vraiment dans quelque chose qui est un enjeu très fort et qui va effectivement permettre de soutenir des projets dans la prolongation finalement des alliances alliances emploi-environnement ou du nouveau PREC qui a été adopté il y a 2 mois. Santé et services aux personnes, parce qu'effectivement on considère qu'il y a un enjeu et une vraie potentialité en termes d'emploi dans ces secteurs-là. Alors, la filière d'éthique, elle est considérée comme un levier transversal nécessaire aux autres. Alors c'est une filière qui, en réalité, c'est une filière, comment dire, un peu plus high level, un peu plus, qui va requérir des compétences un peu plus pointues, mais qui est considérée par la région comme vraiment indispensable pour que les autres filières puissent fonctionner. Les enjeux prioritaires, on a un peu débordé des filières parce qu'il y a certains enjeux, notamment ceux qui sont soulignés pour lesquels on a déjà des projets. Mais donc, effectivement, certains enjeux, je vous laisse lire parce qu'il y a beaucoup, qui représentent effectivement des enjeux importants pour Bruxelles et dans lesquels on a choisi de pouvoir soutenir des projets. L'amélioration de la capacité d'insertion professionnelle, par exemple, oui, effectivement, si on soutient l'entrepreneuriat, dans les filières qui sont là, parfois on tombe à côté alors qu'il existe une vraie possibilité d'entreprise sociale. La mise en œuvre, donc, mars 2013, séance d'information générale, mars-avril, l'entretien avec des acteurs clés, donc des discussions plus bilatérales. Avril 2013, atelier participatif. Juin, septembre 2013, tout ça prend du temps, prend beaucoup de temps. Il y a une élaboration d'une stratégie, une validation par la task force politique de cohésion, une task force régionale. Décembre 2013, une première adoption du programme par le gouvernement. En janvier, un très grand colloque, Bruxelles 2020, des fonds européens pour une ville durable, qui a effectivement permis de rencontrer des opérateurs candidats. Février-mars, une enquête publique, programme et évaluation environnementale du programme. Donc on a vraiment invité tout le monde à répondre. On a eu peu de réponses des citoyens, une réponse d'entreprise, des réponses des communes, des réponses aussi d'OIP ou de conseils consultatifs qui ont permis effectivement de modifier un peu notre programme. En avril 2014, l'approbation de l'accord de partenariat pour la Belgique et la deuxième adoption du programme opérationnel par le gouvernement.
L'accord de partenariat, de quoi il s'agit? Il s'agit en réalité de la collation des différents programmes opérationnels. En tout cas, en Belgique, c'est comme ça que ça se passe. Ailleurs, on commence par l'accord de partenariat et ensuite les régions déclinent les programmes. Mais comme on a un pays dans lequel la politique régionale est le fait des régions, les programmes définissent en réalité l'accord de partenariat, donc la fêtière de l'ensemble des programmes. Mai et juillet 2014, le lancement d'un appel à projet du programme FEDER. On a organisé ce qu'on a appelé, tout à l'heure Myriam en parlait, la FEDER Academy. Donc on a organisé 9 séminaires à destination des opérateurs candidats. On a rédigé des notes d'orientation précises sur les règles d'éligibilité, sur les enjeux du programme, ce qu'on voulait voir. On a rédigé une foire aux questions. On a répondu aux questions des opérateurs. Je crois qu'on était à 450 réponses apportées aux différents opérateurs qui nous posaient des questions sur 2 mois et demi de temps. Donc c'était vraiment assez chaud dans cette période qui tournait juste autour des élections, donc, et dans lequel l'autorité politique était finalement assez loin de nous et ne pouvait pas nous venir en aide. Et décembre 2014, l'adoption du programme par la Commission européenne au terme d'un processus de négociation dont je vous épargnerai les détails, mais qui était compliqué. Alors, décembre 2014, février 2015, on a évalué les 196 dossiers de candidature reçus. Février, avril, ils ont été évalués par le comité d'évaluation. Auparavant, ils ont été évalués par un consultant. Ici, ils ont été évalués entre février et avril par un comité d'évaluation avec des représentants du gouvernement, mais aussi des experts thématiques, des consultants, présence de l'administration, pour sélectionner 46 projets au mois de mai dernier. Mai-juillet, on a rencontré les opérateurs. On a rencontré plus que 46 opérateurs parce que les projets ils étaient parfois pilotés par plusieurs opérateurs, mais on les a rencontrés, on a organisé 46 réunions, on va dire multilatérales, pour discuter des projets, discuter des conditions de leur mise en œuvre, défricher finalement le travail. On a par ailleurs lancé l'évaluation des instruments financiers, je vais revenir dans un instant sur ce sujet. Au mois de février dernier, on a la convention avec, j'ai oublié, excusez-moi, en décembre on avait la convention avec 22 premiers projets, mais donc effectivement on en a 4 de plus, donc on est à 26 depuis le mois de février, et on a sélectionné un nouveau projet, une thématique réfugiés, puisque la commissaire européenne en charge de la politique régionale a invité les différentes autorités de gestion à réfléchir et à voir si leur programme ne pouvait pas soutenir des thématiques en lien avec la crise des réfugiés et des migrants. Et donc dans ce cadre-là, la région a répondu favorablement et a sélectionné un projet qui est mené par Médecins du Monde et sur lequel je vais revenir dans un instant. Alors, appel à projet, les spécificités, on était dans un appel à projet général. On avait 4 axes, mais c'était l'appel à projet, il était pour les 4 axes, ce n'était pas un appel à projet par axe. Des dossiers de candidature étayés, donc 10 critères qui permettaient effectivement de démontrer que le projet était un bon projet, mais pour lequel il était indispensable de veiller à l'évaluation. Donc 196 dossiers de candidature évalués sur base de 10 critères, ça fait beaucoup de boulot. Et pour chacun, évidemment, on a besoin d'avoir une petite motivation, de l'explication de pourquoi est-ce qu'on considère que tel projet est bien positionné pour tel critère. Donc c'est évidemment un travail assez colossal. Il faut savoir que pour le programme 2007-2013, on tournait autour des 55 dossiers de candidature. On est à 196 pour cette fois-ci en un seul appel. Donc là, évidemment, c'est un peu trop large pour mener ça facilement. On a invité les opérateurs au partenariat. C'est chouette, hein, c'est vraiment une bonne idée. Comme ça, les opérateurs travaillent main dans la main. J'étais le premier à soutenir cette idée. Je n'en démords pas, c'est une très bonne idée. Par contre, au niveau de la gestion après, c'est plus compliqué, c'est plus laborieux, surtout quand un opérateur comprend tout, mais que les autres opérateurs partenaires ont des logiques administratives différentes. Donc on a un travail au niveau de la cellule FEDER qui n'est pas qu'un travail de validation, d'autorisation, de cachet. On est vraiment dans un travail également d'accompagnement, parce que les opérateurs, c'est malheureux à dire, mais parfois c'est des opérateurs qui sont très bons dans ce qu'ils font, mais qui ne sont pas du tout formés à la question administrative. Un opérateur environnemental pointu, il peut ne pas être ou innovant, un groupe de chercheurs, il pourrait ne pas effectivement avoir un bagage administratif suffisant. Ouverture générale aux catégories d'opérateurs, donc nous on a fait le choix
de soutenir aussi bien des OIP que des communes, que des ASBL. Oui, j'ai mis ça parce que c'était une présentation, c'est issu d'une présentation destinée à l'Île-de-France, donc j'aurais mis l'équivalent. Instruments financiers non concernés, je vais revenir là-dessus dans un instant. Évaluation et sélection, donc je disais évaluation individuelle de chacun des projets éligibles, 10 critères évalués sur base motivée, et une évaluation globale. Bah oui, en fait, on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup de bons, voire très bons projets, et donc il fallait ensuite trancher. Et donc on a quand même essayé que les opérateurs se combinent bien pour qu'on ait un programme un peu cohérent et intéressant. Je le disais, seuls les projets évalués individuellement forts ou bons ont été sélectionnés. Lorsqu'un choix est nécessaire, le gouvernement a pu évaluer les renforcements mutuels des projets. Les instruments financiers, de quoi il s'agit? L'Europe aime ce genre d'outil, c'est-à-dire un outil qui ne soit pas à fond perdu. Je ne considère pas qu'un investissement soit nécessairement à fond perdu, mais à partir du moment où vous prêtez de l'argent et que vous obtenez un retour sur l'argent que vous avez prêté, avec un taux d'intérêt à définir, etc., vous avez en réalité une possibilité de faire grandir cet argent et plus tard de financer d'autres projets. On en est avec l'expérience de Brussock, qui en est à sa deuxième, peut-être troisième, on verra, mais donc deuxième expérience en la matière, avec de l'argent qui reste de la première programmation et qu'on recycle au fur et à mesure pour toucher plus d'opérateurs, plus d'entrepreneurs dans leurs activités. Je le disais, entre expérience Brussock 2000, 2006, 2007, 2013, à destination des entrepreneurs de l'Asie considérés comme exclus bancaires. Qu'est-ce que c'est qu'un exclu bancaire? C'est pas une insulte. Hein. Une personne exclue bancaire, c'est simplement quelqu'un qui a du mal à obtenir un prêt pour son projet entrepreneurial, qui peut être un projet intéressant. Et donc c'est là qu'on est assez content du travail qui a été réalisé par la SRIB, puisque la SRIB a vraiment mené un travail qui est un travail d'accompagnement de l'opérateur économique et qui va régulièrement voir ces entrepreneurs, qui sont des entrepreneurs qui font de tout. Ils peuvent faire du titre-service, ils peuvent faire de la construction, ils peuvent faire toute une série d'activités, mais en tout cas, ils créent de l'emploi sur le territoire bruxellois grâce à l'argent qui a été prêté par la SRIB. Alors, pour pouvoir financer de nouveaux instruments financiers, l'Europe a compliqué les règles, et donc elle estime qu'il faut une évaluation préalable pour bien comprendre qu'il y a un besoin, qu'il faut objectiver les conditions de prêt. Et donc là, on a un travail explicatif qui est assez laborieux et qui devrait bientôt aboutir à une espèce de stratégie pour mettre en place des instruments financiers qui vont être intéressants et en lien avec le programme opérationnel.